Heureuse de vous retrouver encore ce soir pour une nouvelle édition du point d'actualité sur la télévision panafricaine Gueule Afrique. Au sommaire ce soir, nous reviendrons d'abord sur les négociations en cours à Doha entre le gouvernement congolais et le groupe AFC M23 autour d'un possible échange de prisonniers. Ensuite, nous irons à Kinshasa où une tentative de braquage a été déjouée par les services de sécurité. Et puis direction le Kenya où un hommage rendu à Raila Odinga a tourné au drame, faisant plusieurs morts et blessés. Voilà donc l'essentiel pour ces points d'actualité. Mais avant de les développer, je vous prie de vous abonner à notre chaîne Gueule Afrique Télévision et activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité. À toutes et à tous, bienvenue. Les négociations se poursuivent à Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 concernant un échange de prisonniers. Cela fait suite à la signature le 14 octobre d'un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Ces discussions visent à préparer l'ouverture d'un dialogue sur les causes profondes du conflit. Reportage de David Bitoaiki. À Doha, les négociations se poursuivent entre le gouvernement congolais et les groupes politico-militaires AFC M23. Après la signature, le 14 octobre dernier, du mécanisme conjoint de vérification du cessez-le-feu, les deux parties tentent désormais de s'accorder sur un point sensible, l'échange des prisonniers. Le Comité international de la Croix-Rouge, chargé de jouer les rôles d'intermédiaire neutre, attend encore les feux verts pour entamer l'identification et la libération des détenus. C'est un marathon, pas un sprint, prévient l'organisation, alors que les listes doivent encore être finalisées et plusieurs questions juridiques tranchées. Des réunions de travail se tiennent toujours à Doha et pourraient durer une dizaine de jours. Le Qatar, les États-Unis et l'Union africaine suivent de près ces discussions et appellent les deux camps à avancer vers un accord complémentaire à celui signé entre Kinshasa et Kigali le 27 juin dernier à Washington. Direction Kinshasa, la capitale congolaise. Le député Michel Moto, proche collaborateur de Vital Kamerhe, soutient la candidature de Aimé Boji à la présidence de l'Assemblée nationale. Suivez. C'est vrai que nous suivons dans les réseaux sociaux, à travers les médias, il y a une petite agitation sur la succession du président de l'Assemblée nationale que nous appelons le Mwalimu Vital Kamerhe. Il est vrai que nous, en tant qu'élus de l'INC, nous sommes d'avis et nous soutenons la position de tous les députés de l'INC qui souhaitent évidemment que la présidence revienne à notre parti et à nos alliés. Mais vous savez que pour être président de l'Assemblée nationale, il faut bénéficier du soutien de grande majorité des élus de l'Union sacrée pour la nation. Et donc nous sommes confiants, nous espérons que nous aurons ce soutien et nous pensons que nous avons les candidats idéaux parce qu'il y a aussi les critères de géopolitique qu'il faut tenir en compte. Garder les équilibres institutionnels. Et pour ça, nous sommes tous derrière la candidature de son Excellence Aimé Boji Sangara, que nous pensons être en mesure de réunir l'Assemblée nationale pour atteindre des objectifs qui vont permettre à notre famille politique, l'Union pour la nation congolaise, notre parti, et l'Union sacrée de la nation, notre regroupement derrière les chefs de l'État. Et donc nous appelons calmement tous nos compatriotes, nos camarades, nos cadres du parti, ainsi que tous nos alliés à rester sereins. L'heure viendra où notre autorité du parti, l'honorable Vital Kamerhe, donnera la ligne à suivre derrière la vision du chef de l'État qui est l'autorité morale de notre grande famille politique. La ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Uturi, connaît un climat de calme grâce à la patrouille mixte entre FRDC et PNC et au déploiement du bataillon spécial Tigre. Ici au quartier Yambiyaya, où la première fusillade avait coûté la vie à un agent du Fonds forestier national FFN et une tenancière d'une buvette, la vie a repris normalement, même jusque dans les heures tardives. Les habitants font couler de la bière en toute quiétude.
Ce qui s'était passé ici nous avait tous étonnés. Mais actuellement, tout évolue bien. Nous avons des boutiques. Nous sommes ici jusqu'aux 2 fois vers minuit. Sécuritairement, tout va bien vraiment. Côté sécurité, c'est très bien. À quelques pas de cet endroit, le divertissement est également au comble. Les terrasses semblent déborder grâce à cette approche globale mise en place par les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny. Nous sommes très reconnaissants par rapport à notre bataillon Tigre qui a effectué un beau travail. Depuis que le bataillon est arrivé ici, les cas de meurtres, on n'enregistre plus. Entre-temps, les opérations checkpoint se poursuivent dans la ville. Objectif, mettre fin aux opérations criminelles qui visent la déstabilisation de la ville, affirme le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole de l'armée à Ituri. Une fois il y a un problème qui guette notre population, le gouverneur militaire ne dort jamais. Il passe à l'action. Il y a eu un problème ici, il fallait donner une solution adéquate pour que aujourd'hui vous voyez encore cette circulation sur les rues et avenues de la ville de Bunia. C'est dans ces conditions-là que nous avons mis en place des dispositifs sécuritaires de patrouille nocturne, diurne. L'objectif ultime, c'est que la population sillonne librement. La liberté de mouvement de nos populations, c'est ce qui fait notre joie. Une forte circulation s'observe également dans la ville de Bunia à cause de cette stabilité accompagnée de la restauration de l'autorité de l'État sous toutes ses formes en dictée du commandant suprême des FRDC et de la PNC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se bat actuellement sur tous les fronts afin de stabiliser l'est du pays. Retour à Kinshasa pour parler de cette tentative de braquage qui a été étouffée dans l'œuf par les services de sécurité. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a salué la réactivité des services de sécurité lors d'une réunion tenue jeudi soir pour faire le point sur l'incident. Suivez. Nous étions autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation dans une réunion de crise et d'évaluation relative au braquage et à une tentative d'évaluation de la banque Robank, l'agence de Victoire. Et nous félicitons la bravoure de nos forces de l'ordre et de défense et nous rappelons que plusieurs crépitements de balles ont été entendus, mais il y a 0 mort, 0 blessé et il y a eu des éléments, des criminels qui ont été appréhendés. Donc nous profitons de l'occasion pour rassurer la population quinoise d'évacuer librement en toute sécurité et quiétude parce que les forces de l'ordre et de la défense de la ville de Kinshasa sont là à leur côté pour assurer leur sécurité. Et Johnny Tchiala, vice-ministre de l'Intérieur, a annoncé que cette tentative de braquage à la Raobank Victoire a été interceptée par les forces de sécurité. La situation est sous contrôle, sans mort ni blessés, et que les assaillants ont été maîtrisés. Nos services nous ont alertés sur la tentative de braquage à la Raobank Victoire. Aussitôt informé, je suis descendu sur les lieux. Je peux vous dire avec certitude qu'à l'heure actuelle, la situation est sous contrôle. J'en profite pour féliciter nos services de sécurité, l'armée et la police nationale, pour avoir opéré avec professionnalisme. Il n'y a eu ni mort, ni blessés, et les assaillants sont maîtrisés. Je viens de présider à cette occasion une réunion de sécurité pour évaluer. Je demande à la population de rester calme et de collaborer avec nos services de sécurité. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a désavoué l'initiative de Nairobi, qualifiée des chiffons initiés par Joseph Kabila et ses alliés. Cette déclaration a été faite depuis Washington. Vous savez, quand j'ai lu les documents, si vous prenez le point 3.2, vous voyez que le point 3.2 parle de la condamnation de ce qui se passe à Ituri et dans la partie nord Kivu sous état de siège. Vous vous posez la question des gens qui se disent congolais, qui condamnent ce qui se fait dans un environnement sous état de siège, mais qui ont la cécité, c'est-à-dire aveuglés, de ne pas voir ce qui se passe à Goma. Moi, je suis du Nord Kivu, j'étais gouverneur pendant 12 ans.
Je connais les massacres qui se passent dans chaque localité au nord Kivu. Mais des gens se réunissent qui se disent parler de la paix, mais qui ne savent pas dire au nord Kivu et au sud Kivu, voici ce qui s'y passe. Mais ils préfèrent aller citer Beni, hein, et Ituri. Je pense que quand on a dirigé un État comme la RDC, on doit s'empêcher d'avoir un certain nombre de comportements. Et lorsque j'ai vu les documents est signé par 12 personnes. Prenez les documents et prenez les 3 derniers noms et voyez l'écriture de ces 3 noms. C'est la même personne qui a écrit et c'est la même personne qui a signé. C'est-à-dire on est en manque même de trouver des gens qui devaient signer les documents. C'est 12 personnes. Lisez les documents, vous allez trouver 3 derniers noms. 9, 10, 11, 12. Même écriture et même personne qui signe pour dire qu'on est en manque de trouver. Et les personnes qui étaient supposées être à l'avant-plan n'ont même pas signé. C'est-à-dire, elles préfèrent exposer les autres pas qu'elles savent les retombées de cette fausseté qu'on a mis dans l'opinion. Donc, moi, quand j'ai vu ce draft-là, je l'ai considéré comme un chiffon que l'opinion congolaise ne doit pas considérer, parce que quand on a dirigé un État, on doit s'empêcher d'adopter un certain nombre d'attitudes. On doit avoir de l'honneur, on doit avoir une grandeur, on doit viser plus haut. À la place, quand on devient chef d'État congolais, ce qu'on doit viser, c'est d'être président de la Commission de l'Union africaine pour diriger les autres chefs d'État. C'est de viser de prendre la francophonie, parce que pour moi, celui qui tient la francophonie ne mérite pas parce qu'on avait quitté la langue française. C'est de viser d'être secrétaire général de l'ONU. C'est ça les grands hommes. On ne peut pas être un grand homme pour dire à Ituri et au Nord Kivu, dans la partie Beni, il y a ceci, on va attaquer. Mais la posture des hommes d'État, c'est de concourir à la construction de leurs États. Le ministre Patrick Muyaya a déclaré que la rencontre des opposants à Nairobi ne nécessite pas d'inquiétude à Kinshasa. Il l'a qualifié de coup d'épée dans l'eau. Suivez. Mais d'abord, pour nous, ce n'est pas la question principale. C'est une question accessoire, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, lorsque j'ai discuté avec un compatriote à ces sujets, il m'a dit, mais Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que c'est comme un étrange mélange de fugitifs, de condamnés ou des personnes qui sont liées par un point commun qui s'appelle la frustration et qui se sont retrouvées malheureusement dans un pays qui commence à devenir, ou dans une capitale qui commence à devenir un peu une capitale de complot contre la RDC. Je n'ai pas besoin de rappeler les tristement célèbres mouvements qui se sont nés là-bas, ou de réunions qui se sont nés là-bas, donc Nairobi. Et puis lorsque vous regardez les personnes qui s'y retrouvent, vous voyez, il y a comme un climat de nostalgie, des privilèges perdus. Et aujourd'hui, lorsque vous lisez ce qui en est ressorti, vous avez maintenant la certitude que l'action du président de la République, dont on a parlé durant ces briefings, est une action qui énerve. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de relever la République démocratique du Congo. Et cette idée est sûrement insupportable pour les uns et les autres qui n'ont pas pu, pour les années où ils étaient là, de donner un tel espace à la République démocratique du Congo. Je disais tout à l'heure, on a fait 6 revues successives pour la première fois qu'on réussit un programme. Aujourd'hui, si vous regardez les portefeuilles de projets Banque mondiale à RDC, c'est plus de 8 milliards. Alors aujourd'hui, si vous regardez la taille de notre budget, bien que ce soit encore modeste par rapport à nos capacités, vous voyez les efforts qui sont consentis. Si vous regardez la gratuité, nous sommes dans un pays qui quotidiennement est en train d'avancer. Et le prétexte de la réunion, c'est un prétexte soi-disant de la paix. Mais nous connaissons les rôles des uns des autres dans l'histoire et dans les présents, dans la déstabilisation du pays. Et donc il faudrait peut-être pas qu'on se trompe. Et malheureusement, encore une fois, ils se sont auto-disqualifiés parce que le président de la République disait à Bruxelles qu'il n'organisera pas, ou les personnes qui doivent participer au dialogue doivent être des personnes qui sont capables de nommer l'ennemi. L'ennemi n'a pas été nommé. Ça veut dire encore une fois qu'il y a cette forme toujours de complicité des Congolais qui veulent s'associer à l'œuvre de la destruction de ce que nous sommes en train de construire, parce que nous voulons trouver des solutions, non pas seulement pour les Congolais d'aujourd'hui, mais nous voulons trouver des solutions pour les Congolais de demain. Et donc, il faut considérer
que pour nous, c'était un non-événement. L'événement était ce que nous avons fait à Washington et que pour nous, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, le président de la République a déjà tracé la voie. Nous avons un processus qui se tient ici à Washington, un autre qui se tient à Doha, et à l'intérieur du pays, le président de la République a déjà rassemblé toutes les confessions religieuses qui ont une feuille de route, et en tant que garant de la nation, article 69 de la Constitution, les moments venus, c'est lui qui décidera, mais il a déjà préalablement défini les lignes parce qu'il ne sera pas question de faire un dialogue avec les représentants. Rendons-nous au Kenya. Un hommage à Raila Odinga a tourné au drame avec des morts et des blessés. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu pour disperser la foule réunie dans un stade à Nairobi pour le retour du corps de l'opposant historique. Suivez. Et la journée de deuil s'est transformée en scène de panique à Nairobi. Dépassée par les mouvements de foule au stade de Kasarani, la police kenyane a subitement tiré au jugé et frappé et lancé des gaz lacrymogènes, terrorisant les dizaines de milliers de personnes venues rendre hommage à l'opposant historique Raila Odinga, décédé la veille. La confusion avait commencé dès le matin à l'arrivée du cercueil à l'aéroport Jomo Kenyatta. Le corps de Raila Odinga, 80 ans, était ramené d'Inde et déjà de nombreuses personnes ont investi les zones réglementées. Il a fallu fermer l'aéroport, le temps que le calme revienne. Cet engouement montre la popularité du politicien surnommé Baba, c'est-à-dire papa en swahili. Il était une figure de la communauté Luo et s'était présenté 5 fois à la présidentielle. Aujourd'hui, Baba, tout le monde est en deuil, non seulement le Kenya, mais l'univers entier est en deuil. Le monde est en deuil. L'Afrique a perdu un fils. Votre mort ne peut être comparée qu'à une seule mort sur cette planète. Elle ne peut être comparée qu'à celle de Madiba, Nelson Madiba Mandela en Afrique du Sud. Je me souviendrai de lui parce qu'il était une personne humble, une personne qui envisageait les choses pour qu'elles profitent à tous. Il n'était pas égocentrique. S'il avait été égocentrique, le Kenya n'aurait pas été là où nous en sommes aujourd'hui, car Raila Odinga était une personne qui voyait grand pour le pays, plus que pour son propre intérêt. Commence alors un lent et difficile défilé pour rejoindre le centre de la ville. Nairobi est paralysée. Devant l'afflux de personnes, les autorités renoncent à amener le cercueil au Parlement kényan. Le cortège est dérouté vers le plus grand stade de la ville. Il faudra déjà l'intervention musclée de la police pour qu'ils puissent pénétrer dans l'enceinte. C'est donc dans les coulisses du stade que la famille et les officiels ont pu rendre hommage à Raila Odinga. Son corps est recouvert d'un tissu orange, la couleur de son parti. Le président Ruto aussi s'est déplacé. Il s'est incliné devant la dépouille de son adversaire à la dernière présidentielle. William Ruto a décrété 7 jours de deuil national. Les obsèques se poursuivront dans l'ouest du Kenya, la province d'origine du défunt. Et c'est par là que nous mettons fin à ces points d'actualité, les derniers de la semaine sur la télévision panafricaine qu'est l'Afrique. Rendez-vous lundi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Mais sinon, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité. D'ici là, portez-vous très bien et bon week-end chez vous.